Voici la question du jour. Que se passa-t-il le 20 octobre 1993? C'est une excellente question, me direz-vous. Et surtout, je pense que l'autre question, ce serait qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui, le 20 octobre 2023? Ah, moi, j'aurais dit les 10 ans de Hors Noir, mais comme Hors Noir est sorti un 21 octobre et non un 20, t'es en avance d'un jour près. Attends encore demain. Non, pour ça, je suis largement prêt, non, y a aucun souci à se faire. Non, je dis juste que, pour ceux qui sont pas au courant, le 20 octobre 1993, arriva en France, Jurassic Park. Oui les gars, vous ne rêvez pas, ça fait maintenant 30 ans jour pour jour que le monde s'émerveille devant ce classique du cinéma qui est Jurassic Park. Et je me suis dit, fallait bien que je consacre une vidéo, sachant que cet été j'ai ouvert une nouvelle série de vidéos qui se concentre sur des chutes de saga vertigineuses. Et je me suis dit que ce serait parfaitement l'occasion de frapper avec Jurassic Park, notamment que j'ai eu cette idée depuis un fort long moment déjà, sachant qu'il était déjà dans les placards de ma tête, et je me suis dit, allez, là c'est bon, c'est la bonne occasion, sachant qu'aux États-Unis, ouais, j'ai raté un petit peu mon occasion puisqu'il est sorti le 11 juin 93 à cette époque-là, et j'aurais très bien pu poster cette vidéo le 11 juin, mais ouais non, le boulot aurait été trop complet. Du coup, c'est parti, je vous envoie l'introduction de la chute de Jurassic Park, les gars. Bonsoir, tout le monde, c'est Ressatir, et au monde, c'est Ressatir. Je lève mon verre. Ah là, pas vous commencer. Il a l'air complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Peut-être que je devrais changer d'introduction spécialement pour les chutes de saga, comme ça au moins ça fera un petit peu différent. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressatir, et aujourd'hui cette fois-ci, nouvelle vidéo. Bon allez c'est bon, j'arrête le suspense, je l'ai dit en début de vidéo et c'est écrit dans le titre de la vidéo même. On va parler de la chute de Jurassic Park. Que peut-on dire sur cette saga mythique qui n'a pas été dit 1 milliard de fois? Révolution technologique et cinématographique, inspiration légendaire et révolutionnaire. Première vidéo, premier film qui s'est servi de la 3D dans toute son histoire. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus en fait? Quelque part, ouais, je pourrais vous donner mon avis vite fait, mais bon, de tout ce qui a été dit avec Jurassic Park, c'est tellement un film culte que ça en est quoi? Le film préféré du joueur du grenier. Jurassic Park, c'est juste mon film préféré. En fait, je l'ai vu tellement de fois que je serais capable de vous réciter le script en entier. Un film acclamé parmi tous les cinéphiles, que ce soit des cinéphiles que je suis ou des cinéphiles que je connais absolument pas. De toute façon les gars, soyons clairs, tous ceux qui ont une carrière de cinéphile dans son histoire ou qui s'intéressent au minimum au cinéma, obligatoirement ils sont obligés d'avoir au moins entendu parler de Jurassic Park. Pas vu une fois ou deux fois, mais au moins en avoir entendu parler. Et je vais du coup vous faire comprendre comment est-ce qu'on en est passé de l'un des films les plus révolutionnaires, c'était peut-être le film le plus révolutionnaire de l'histoire du cinéma, oui, aussi, on fera aussi un petit détour sur la série Netflix, à savoir Le Colo du Crétacé. Oui, mais on en parlera vite fait, faut pas rêver non plus. Vous vous souvenez de mes deux vidéos précédentes qui parlaient de chacune des chutes respectives de leur saga? Sachez que cette fois-ci, pour une fois, les origines d'une saga sont en rapport avec un livre. Parce que oui, Transformers, c'est pas adapté de livre ou quoi. Pareil pour Pirates des Caraïbes. Non, là cette fois-ci, c'est pour de vrai. Jurassic Park, avant d'être un film à la base, c'est un bouquin. Voilà, au cas où l'info serait pas. L'auteur s'appelle Michael Crichton, et à part Jurassic Park, il a pas non plus fait des romans spécialement connu du grand public, et je pense même jusqu'à sa mort ils resteront à l'ombre. Mais bon, là n'est pas le sujet. En 1990, il publie donc son roman Jurassic Park. Il fera de même avec Le Monde Perdu 5 ans plus tard, en 95. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Mais le plus important, c'est vraiment de se consacrer à son livre. Qui racontait quoi spécialement? Globalement, on avait la structure narrative que l'on aura 3 ans plus tard en film, à savoir l'histoire d'un homme qui a voulu dépenser sans compter dans un parc pour y élever des dinosaures. Ouais, une sorte un petit peu de zoo de Vincennes, sauf qu'à la place de ton petit lion préféré, il y a un dinosaure. Bon après, avec des animaux on le fait bien, donc pourquoi est-ce que... D'autant plus qu'avec des dinosaures, ça ne peut pas finir si mal que ça, pas vrai? Pas vrai? Du coup, ils invitent 2-3 scientifiques ainsi que 1 ou 2 petits milliardaires pour savoir exactement s'il serait bon d'inaugurer le parc ou pas, pour savoir s'il sera ouvert au public. Mais bon, comme de par hasard, c'est pile ce jour-là où il se passe une catastrophe et du coup, carnage de dinosaures autour du parc.
Et il y a 2 gosses impliqués dans l'histoire, mais bon, ça va. Donc du coup voilà, globalement quand tu regardes le livre, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le film. On pourrait même presque se dire que c'est un copier-coller, sauf que non, pas du tout. Déjà dans le bouquin, on cite qu'il y a un volcan. Voilà, hein, si je me réfère sur certaines recherches, je crois que Isla Nublar, il y a un volcan, hein, mais je suis pas sûr. Mais la plus grosse différence entre le film et le livre, c'est que dans cette histoire, John Hammond c'est le méchant. À savoir, c'est un petit peu... je sais pas comment vous préciser en fait. Disons que dans le livre, John Hammond c'est un petit peu le gros PDG d'entreprise qui veut juste s'accaparer toutes les richesses, quitte à ce que tout se passe mal au final. Et du coup, ouais, les gars, je suis en train de briser votre enfance, mais dans le livre, John Hammond c'est le méchant. Mais bon, c'est pas grave, hein, Jurassic Park en film, c'est plus adouci, hein, ne vous inquiétez pas. Suite à cela, quand Steven Spielberg tombe sur le livre, le gars, il est plutôt très étonné, hein, et à ce moment-là, Steven Spielberg, ouais, il était déjà bien installé. Il avait déjà fait Les Dents de la Mer qui, commençait à montrer le talent du gars. Il enchaîne ensuite avec Kitty l'extraterrestre et plein d'autres classiques que je ne peux vous citer, hein, et que vous connaissez tous par cœur de toute façon. Et comme ce dernier, on l'arrête pas, et surtout que, le gars, il est animé par sa passion du cinéma, bien évidemment. Et cette fois, par contre, c'est pas ironique. Là, c'est vraiment vrai. Steven Spielberg a toujours été passionné de cinéma et je serais jamais ironique quand je dirais ça de toute façon. Suite à cela, donc, Amblin et Universal, Amblin qui est le label de production de films de Steven Spielberg, décident ensemble de se lancer à la production du film Jurassic Park. Et du coup, suite à une création d'animatroniques de dinosaures géants, créer des animatroniques, c'était encore à la mode à cette époque-là, mais de trucs aussi gros que ça... ouais, c'était une première à cette époque-là, c'était une première. L'ensemble du film coûtait tellement cher que le prix en est estimé à 65 millions de dollars. Bon, ok, ça fait... C'est vrai, quand on regarde des films d'aujourd'hui, ça fait pas non plus beaucoup, mais si tu regardes tous les autres films qui sont sortis dans les années 90, c'est très cher. Ajoutons à ça aussi les tournages compliqués, mais bon, de toute façon les tournages compliqués, je pense que Hollywood en a largement l'habitude, parce que oui, tempête en Floride, mauvaises conditions météorologiques, des acteurs qui n'en peuvent plus, contrôler un animatronique géant de quoi, 5-6 mètres de haut, je sais pas combien ça mesure un T-Rex, hein. Et malgré tout ça, l'équipe est solide et elle tient sur ses appuis. Déjà, rien qu'à la scénarisation, on a l'auteur du livre, hein, ce qui est tout à fait logique, vu que c'est lui qui connaît son livre, hein. Faut pas sous-estimer Michael Crichton, les mecs. Il est en plus de ça accompagné d'un parfait inconnu qui s'appelle David Cope, qui a fait beaucoup de films avant de s'attaquer à ce dernier, mais bon, ces films, je crois que pas beaucoup de gens les connaissent, hein, sauf peut-être les plus nostalgiques d'entre vous, mais à voir. A noter qu'il s'occupera quand même de la réalisation du Spider-Man de Sam Raimi, ce qui est plutôt bien, et il s'occupera des 2 derniers opus d'Indiana Jones, hein. Ouais, comme quoi le talent, c'est comme le sgeg, hein, ça va, ça vient, n'est-ce pas, Carix? À la musique, on retrouve quand même notre cher et célèbre John Williams, que même lui, on n'est plus capable de le présenter, hein, tout le monde connaît son CV par cœur. Et bien sûr, aux animatroniques, comment est-ce qu'on ne peut ne pas citer Stan Winston? J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Predator, mais Stan Winston est aussi une grande légende que ça. C'est quand même lui qui a non seulement banalisé l'animatronique, et je crois même qu'on peut le considérer comme le dieu de l'animatronique. À ce point-là, oui. Oui, et les fans de Star Wars, vous voulez être Zaf? Sachez que c'est Kathleen Kennedy qui s'est occupée de la première trilogie de Jurassic Park en tant que productrice. Ouais, c'est... je sais pas pourquoi je veux dire ça avec le sourire, mais voilà, juste pour les fans de Star Wars, je le dis et je leur casse les couilles. Voilà, avec tout ça, t'as vraiment une équipe vraiment solide sur les appuis, et ce peu importe les catastrophes qu'ils ont dû affronter. Et laissez-moi vous dire que franchement, ça valait le coup. Malgré les 63 millions qu'a coûté le film, il rapportera quand même 1 milliard de dollars au box-office mondial. Et dit comme ça a l'air plutôt anodin, mais croyez-moi qu'à cette époque-là, en 1993, essayez de me citer des films qui ont atteint le milliard de dollars au box-office. Et c'est 404 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, et on peut aussi compter le Canada, mais bon, on va juste dire les États-Unis parce que voilà, c'est quasiment la même chose. Et cumule chez nous en France 6 millions d'entrées. Et c'est un truc de ouf. Et vous allez me dire, comment c'est possible que ça marche? Comment c'est possible? Je peux vous l'expliquer facilement. Déjà, le côté à devoir adoucir le film comparé au livre, c'est une très bonne idée, puisque Steven Spielberg a toujours été
un peu plus tout public, hein. On se souvient d'E.T. l'extraterrestre, etc., etc. Et c'est vrai que nous faire un second Dents de la Mer, bah, le gars il a déjà fait les Dents de la Mer et ça suffit amplement, je crois. Dans le livre, John Hammond est littéralement le PDG méchant, cliché que l'on voit dans tous les films. Bah, Steven Spielberg s'éloigne quasiment de tout ça et se crée presque une auto-identification de lui-même, à savoir un gars qui a des rêves tellement ambitieux qu'il finit littéralement dévoré par ces derniers, sans être dévoré par des dinosaures à la fin, mais bon. Que voulez-vous, c'est un vieillard, il a assez souffert comme ça. D'un côté, on suit d'autres personnages en couleur. On a Alan Grant qui déteste les gosses et qui veut faire son métier d'archéologue malgré le fait d'être passionné des dinosaures. On a Ellie Sattler, sa femme, enfin sa petite copine hein, pour l'instant, qui du coup l'accompagne hein, et qui elle au contraire adore les enfants et aimerait en avoir, mais bon. On en parle, on y vient. On a notre cher professeur Malcolm, et le personnage préféré de la majorité des fans de cette saga, et qui aura fait rêver le cinéma de beaucoup de fans du cinéma, et qui, lui aura quelques mimiques assez intéressantes et assez drôles, et qui sera un putain de prophète de sa mère pour balancer des phrases qui seront connues à travers l'histoire. On a deux gosses qui traînent parce que dans tous les films de Steven Spielberg, il y a toujours des gosses. Et on a le gars riche milliardaire qui veut faire son fin critique, qui a des soi-disant bons goûts et tout ça. Enfin bref, voilà, le gars que t'as pas du tout envie de supporter, qui se prend pour un gars distingué et qui se dit putain je vais faire une fortune avec le pavillon qu'il y a là-bas. Et ce qui fait qu'avec tous ces personnages qui sont autour d'une table à certaines reprises et qui discutent entre eux, non seulement ça crée une proximité et une ouverture d'esprit envers tout le monde qui débat autour de la question est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des dinosaures dans un parc? Comment est-ce que ces derniers ont créé des dinosaures? Et même si on peut se dire qu'il y a des faits scientifiques qui sont faux, à cette époque-là on pouvait pas le savoir puisqu'on se posait pas ce genre de questions à cette époque-là. Parce que personne n'a pensé à ramener des dinosaures à la vie. Et que ce soit logique ou non dans la vraie vie, déjà ça permet de créer de la cohérence et de la logique envers ce film et qui se contente pas de faire ta gueule c'est magique, on a ramené des dinosaures uniquement parce qu'il fallait ramener des dinosaures, donc du coup tu fermes ta gueule. Et puis surtout, le cinéma n'est pas fait pour être réaliste. Voilà, je préfère vous le dire pour ceux qui le pensent ou quoi, mais non, le cinéma, ça a jamais été fait pour être réaliste. Voilà, au cas où vous le sauriez pas, hein, ou au cas où vous seriez naïf. Il y a aussi les gosses dans cette histoire qui, bon, certes, même s'ils peuvent être insupportables au début de film, au moins, plus t'avances avec eux dans le récit, plus non seulement t'arrives à trouver un attachement envers ces derniers, et aussi un petit peu d'empathie, surtout lorsqu'ils se font presque cuisiner par des vélociraptors dans une cuisine. D'où la métaphore, en fait, des vélociraptors qui, veulent manger, du coup ils vont dans la cuisine pour se faire à bouffer. Évidemment, vous vous attendez à ce qu'on en parle, les dinosaures, c'est certainement le point positif du film, parce que déjà les dinosaures, on n'a jamais vu de dinosaures dans un grand écran à cette époque là, enfin si on en a déjà vu, mais à ce niveau là c'était en fait c'est simple, c'est tellement révolutionnaire que je me demande si Jurassic Park c'est pas le film le plus révolutionnaire de tous les temps. Déjà les animatroniques sont sublimes et n'ont pas pris une ride en 30 ans, c'est abusé, c'est ouf, les effets spéciaux assurés par ILM sont complémentaires avec les animatroniques créés par Stan Winston et le silence de John Williams parce que il joue pas quoi du coup, ça accentue en plus de ça la frayeur que l'on a envers la scène du T-Rex dont on y vient et l'émerveillement qu'il rajoute avec ses musiques lorsque l'on voit le tout premier brachiosaure à l'écran, ça nous touche en plein cœur, ça nous frappe en plein cœur comme dirait l'âne. Frappe-moi en plein cœur. T'attends quoi pour me frapper au cœur? Et les autres dinosaures autour, ils sont soit merveilleux, soit atypiques, soit plutôt classe et plutôt beau, et surtout ça permet de créer une faune et une flore autour de cette île, ce qui la rend pratiquement unique en son genre, et c'est génial. Et forcément, vous l'attendez, on y vient, la fameuse scène du T-Rex, évidemment, je vais pas vous la présenter une énième fois, parce que tout le monde la connaît par cœur, tout le monde l'a déjà vu une fois, de toute façon, j'ai même pas eu besoin de re-regarder le film pour faire cette vidéo, tellement tout le monde l'a ancré dans sa tête, pour vous dire. Quand j'étais petit, ça m'a marqué au fer rouge, quand vous étiez petit, ça vous a marqué au fer rouge, bref... Ouais, je crois que le fer rouge, il est déjà assez présent, si vous voulez, je peux vous le montrer. Hein. Bref, je crois qu'à ce stade, on a déjà plus ou moins fait le tour. Du coup, je pense qu'on peut passer à la suite. Ah oui, parce qu'avec un tel succès, aussi phénoménal que ça, faut forcément s'attendre à une suite. Et c'est ce qui est bien évidemment arrivé. Du coup, voilà. Après l'énorme succès de Jurassic Park 1, forcément que Spielberg se consacre à son deuxième opus. Et il a l'air plutôt en bas. Et dites-vous même qu'il a forcé Michael Crichton à devoir écrire son deuxième volet. Parce que oui, si Michael Crichton voulait juste un seul opus de Jurassic Park, c'est juste Steven Spielberg qui lui a exigé exprès pour qu'il puisse en faire une suite. Ouais, je crois que le gars, il voulait faire un John Hammond, il est littéralement devenu John Hammond en fait. Sachant que ce dernier, il est même pas crédité en tant que scénariste dans ce second volet. Ce qui est assez triste quand même, vu que c'est lui qui a écrit le second roman. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on préserve la même équipe. À quelques exceptions près, parce que Sam Neill et
comment elle s'appelle, l'autre là, celle qui joue Ellie Sattler, bah elle aussi est jartée du projet. Du coup, bah on retrouve que Jacob Bloom et c'est déjà pas mal. Hein. Entre temps, on nous présente d'autres personnages hauts en couleur qui soit font tous partie d'une même organisation militaire, soit font partie de cette même organisation militaire. Ouais, donc là déjà, tu sens qu'il y a un petit problème. Mais bon, de toute façon, comme le premier film était déjà rentable et qu'il a été l'un des plus gros succès des années 90, bah forcément, il faut à tout prix qu'on en fasse une suite. Donc du coup, se créer le monde perdu, après quoi, ouais, 50 productions et quelques, parce que le film il sortira en 1997, soit 2 ans après la sortie du deuxième bouquin, et ouais, du coup 5 ans après le premier opus. Et du coup, vous allez me dire, c'est quoi l'histoire principale? 4 ans après les terribles événements qui ont eu lieu au parc il y a quelques temps de cela. D'un côté, t'as John Hammond qui envoie 2-3 troupes pour savoir ce qui s'est passé avec les dinosaures du site B, à savoir Isla Sorna, parce que oui, hein, en parallèle de Jurassic Park, il y avait aussi Isla Sorna dans l'histoire. Malcolm s'incruste dans l'histoire après avoir eu une discussion avec nos 2 enfants qui ont grandi, et je remarque auprès de la fille que... Putain, c'est vraiment dommage que j'étais pas né à cette époque-là parce que... Ouais, non, je pense qu'on aurait une belle relation entre nous. Ce dernier dit que c'est une mauvaise idée parce que ce gars est un prophète, je vous rappelle. Mais surtout, il y a un petit problème. Sa petite copine est sur une île. À savoir Isla Sorna. Oh shit, here we go again. Et entre temps, on a aussi une gamine qui sert à rien parce que je vous rappelle que Steven Spielberg, il aime bien introduire les enfants dans sa saga. Voilà, même dans beaucoup de ses films. Donc voilà, malgré tout ça, on peut quand même remarquer quelques petits problèmes du genre, déjà, presque tout le monde appartient à une seule et même catégorie. Du coup, ce qui fait que t'as pas ce petit débat entre certains personnages qu'il y avait dans le premier opus, à savoir, est-ce que c'est bon de créer un parc, tout ça, etc., etc. Là, t'as plus trop ce genre de re-questionnement. Et puis surtout, il y a plus de parc. Donc du coup, tu peux pas parler de parc. Mais néanmoins, il y a aussi un autre problème qui, est dans le film, hein, on va en parler. À savoir qu'il y a une partie de l'équipe qui veulent créer un nouveau parc, mais sur le continent, précisément à San Diego. Du coup, ce qui fait que, ils veulent transporter tous les dinosaures qu'il y a à l'île dans le continent. Personne n'est au courant de ce qui s'est passé dans le premier parc? Parce que oui, j'ai oublié de mentionner ce détail, mais il faut savoir que si on a tous adoré Jurassic Park, c'était aussi pour son grand questionnement autour de la nature. Ça a même été la même de Jurassic Park et de toute la saga, parce que si on regarde bien, Jurassic Park, ça entretient une relation particulière avec la nature, à savoir que la nature c'est un bien qu'il faut préserver et qu'il ne faut pas trop y toucher, sinon ça peut aboutir à de terribles conséquences, comme on l'a bien vu avec le parc. Et ça, c'était quelque chose qui était très débattu, surtout dans le premier opus, et dans le deuxième c'est aussi amené, mais il y a des fois où c'est un petit peu amené sur du divertissement à certains moments, et soit du divertissement qui peut être divertissant, hein, un petit peu le but, mais qui du coup rend ce film un peu plus plat sur son message et surtout sur son débat de est-ce qu'il faut laisser les dinosaures vivre ou non. Du coup, c'est à peu près aussi ça le problème de ce deuxième opus. Parce qu'il faut savoir une chose à propos de ce dernier, plus le projet avançait, plus tu sentais que Steven commençait à en avoir un petit peu ras-le-bol de son film. Et ça se transpire rien que de ce qu'il écrit et de ce qu'il réalise. Dans tous ses films, Steven Spielberg a toujours eu ce don de soit nous faire intéresser à l'histoire qu'il nous racontait, ou soit à nous captiver. Mais là, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à un simple divertissement honnête pour les jeunes, plus qu'à une autre saga complètement... Alors que si on regarde son premier opus, on se rend compte que le gars, il savait un petit peu plus se poser. Il n'y avait pas autant d'action dans le premier opus que dans le deuxième. Non, dans le premier opus, soit on avait affaire à de la discussion, soit du développement de scénario ou de personnages, soit à de l'exposition qui était une excellente exposition. Mais en même temps, quant à Spielberg et Williams, c'est littéralement la fusion entre Goku et Vegeta. Hein. Et du coup, là, j'ai presque l'impression que la musique de John Williams, même si elle fait un peu le taf dans son film, j'ai l'impression que son film, il manque quelque chose en fait. Il n'y a pas cette façon d'émerveiller les dinosaures qui certes est toujours présente, mais j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins au fil du récit. Ce qui fait que on a affaire à un film qui se veut un peu plus plat que le premier opus, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les fans seront mitigés à propos de ce dernier, parce qu'ils avaient plus vraiment l'impression de voir le Steven Spielberg que l'on connaissait tous. Mais en même temps, quand tu sors du film qui s'appelle La Liste de Schindler, ouais, c'est un petit peu dur d'en arriver là quand même. Tu sentais que Steven Spielberg, il avait plus l'impression de viser un autre public au fil de sa carrière. Et c'est vrai que quand on regarde le début de sa carrière et tous les films qui sortira de la suite pendant les années à venir, ouais, tu sens que Steven Spielberg faisait un petit peu sa transition à partir de ce moment-là. Et c'est ça aussi qui rendra ce film dommage, parce que j'ai l'impression que ce film a plus sacrifié des sujets très intéressants, à savoir
amener des animaux de la nature d'où il vient à un endroit juste pour du divertissement et du fric. Est-ce que ça équivaut à quelque chose? Tout ça parce que l'humain est trop avarice d'argent. Parce que dans ce film-là, il y a aussi ce re-questionnement, à savoir considérer les dinosaures comme un business. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et très bien traité, à savoir que d'un côté, on a Jeff Goldblum qui considère que les dinosaures doivent rester sur l'île parce que le gars, il a trop vécu sur Isla Nublar. Et d'un autre, on a le neveu de John Hammond qui, lui, veut plus penser au profit, qui veut penser à la survie de millions d'êtres humains. Après, il y a aussi d'autres personnages qui sont soit anecdotiques, soit attachants. Je pense notamment à Sarah Hardy, hein, au cas où vous le sauriez pas. Il y a Sarah Connor, il y a Sarah Hartley, il y a Sarah. Il y a aussi Sarah Croche. Il y a ce gars et cet autre gars qui ressemble à Karl Meran. Il y a une énorme ressemblance quoi. J'ai même cru quand j'étais petit que c'était lui qui jouait dedans. Voilà la petite anecdote du jour au cas où. Mais j'avoue que le sosie de Karl Meran m'a fait un petit peu pitié lorsqu'il s'est fait attraper par le couple de T-Rex. Oui, parce que maintenant, c'est plus un, mais deux T-Rex. Comme quoi, la sensation de divertissement, elle est plus présente dans ce film, comme je viens de vous l'annoncer. Et cette sensation de divertissement, elle est tellement abusée qu'on va jusqu'à mettre un T-Rex se baladant autour des rues de San Diego. Et ça, autant je pourrais dire que c'est du mauvais coup, mais quelque part, on a bien eu ça avec King Kong, hein, et quelque part, Spielberg dira même qu'il s'est inspiré de Godzilla pour en arriver là. Non, je parle pas de celui de Roland Emmerich, parce que ce film-là est sorti 1 an plus tard. Non, je parle de celui de 1954. Voilà, hein, au cas où vous ne sauriez pas. Au moins, le film se termine quand même sur un truc important, à savoir laisser la nature en paix et la laisser survivre tranquillement, parce qu'au final, il nous a rien demandé. Et techniquement, c'est basiquement ça la leçon du film. Parce que si Jurassic Park a toujours traité de l'histoire de la nature et qu'il faut la laisser en paix, tout ça, etc., surtout à une époque où ce genre de choses là on en avait strictement rien à foutre, parce que faut savoir que dans les années 90 et 80 il n'y avait pas ce re-questionnement de l'extinction des animaux et de la surproduction animale et etc. Non, ça c'était le genre de choses qui étaient presque considérées comme naïf et complètement con. Et voir un film comme ça qui en parle en 1997 et qui parle littéralement presque de maltraitance de la nature et de sa tranquillité, ouais, ça prouve que non seulement ce film a un temps d'avance, mais surtout que un message comme ça qui passe en 1997, c'est fort. C'est très très fort. Donc oui, même si le film n'est pas parfait, on peut quand même le reconnaître qu'il a de bonnes qualités. Déjà, Jeff Goldblum nous livre toujours une très bonne prestation, malgré le fait qu'il y ait sa fille qui sert à rien dans ce film. Mais bon, malgré tout, on sent quand même que les fans ne sont pas très satisfaits. Déjà, le film a fait que 4 millions d'entrées, ce qui peut être pas mal pour un film comme Jurassic Park. Mais bon, quand tu apprends que le premier opus était déjà à 6 millions... Ouais, là déjà c'est assez choquant. Aux États-Unis, ils se sortent pas mieux puisqu'ils rapportent seulement que 200 millions alors que le film en avait rapporté 6 millions dans le même pays. Et 6 millions rien qu'au box-office mondial. Ouais, on est clairement bien en dessous du milliard qu'avait fait le film en recettes mondiales. Hein. Donc ouais, tu sens qu'à partir de ce moment-là, il va se passer certaines choses avec la saga. Et c'est à partir vraiment de là que les problèmes vont vraiment commencer. Parce que, ok, avec Steven Spielberg, on peut clairement dire que les problèmes ont commencé un petit peu à s'installer, mais malgré tout ça, on peut pas lui reprocher d'être fidèle à son matériel de base. Donc du coup, on peut se dire qu'il y a un réalisateur qui pourra reprendre les bases, etc., et les réexploiter. C'est ce que l'on pensait, mais au final, on se rend compte que à partir de là, la saga va entrer dans une phase qui va causer énormément de problèmes par la suite. Suite à cela, là le troisième opus est enclenché. Mais là déjà, il y a 3 problèmes. Bon déjà, Steven Spielberg qui quitte le projet, bon, c'est pas non plus un gros problème. On peut littéralement le remplacer par un autre réal, hein, comme on l'a toujours fait. Mais bon, comme vous pouvez le savoir, soit ça peut être de bonnes idées, ou soit comme on l'a fait avec Pirates des Caraïbes. Mais bon, si on y réfléchit un petit peu, avec Transformers, croyez pas que garder un seul et même réalisateur, ça peut changer les choses. Ensuite, le deuxième problème, le film a commencé son tournage sans son scénario en août 2000. Non mais vous inquiétez pas, c'est juste un petit problème parce que au final c'est juste qu'on pouvait se dire que les scénaristes on en avait pas besoin et tout ça, etc. Alors que les gars, commencer son tournage alors qu'on n'a pas de scénario, c'est l'une des pires idées que le cinéma n'ait jamais eu avant de annuler un film pour qu'il ne sorte pas du tout alors qu'il était prêt à 90%. Pourquoi il y a une affiche de Bad Girl qui traîne à côté? Et aussi, le troisième et dernier problème, on a affaire à un tournage de seulement 5 mois. Soit un tournage complètement bâclé. Parce que oui, il faut savoir que quand tu tournes un blockbuster, ouais, en général, ça dure entre 6, 7, 8 mois de tournage en général pour faire un gros film comme on a fait avec Jurassic Park et plein d'autres films d'ailleurs. Mais vraiment, 5 mois, c'est très court. Surtout que le film fait 92 minutes. Ce
qui fait officiellement de Jurassic Park 3 le film le plus court de tous. D'ailleurs, on retrouve plus du tout la même équipe que l'on avait précédemment dans les films précédents. Non, cette fois-ci, on la change complètement à la place de Steven Spielberg. Bon, qui était prévisible qu'il quitte le projet parce que fallait bien qu'il enchaîne avec d'autres, mais il préfère quand même rester producteur pour se rembouiller quelques caisses et faire ses propres films de son côté. Et du coup, à la place, il engage Joe Johnston, qui, pour ceux qui ne savent pas, s'est déjà occupé de Jumanji. Bon, vous allez me dire, ça va. Ouais, non, parce qu'en fait, je lis derrière les écrans, t'as vu? Et ne vous inquiétez pas, les fans de Star Wars, Kathleen Kennedy est toujours au rendez-vous, ne vous inquiétez pas. Par contre, ne vous inquiétez pas pour Stan Winston, le gars il reste, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a aucun problème. Juste le gros problème, c'est qu'en termes de musique, il n'y a plus du tout John Williams. Du coup, ça veut dire qu'on va se taper un autre gars, et il s'appelle comment déjà, le Donald Davis. Putain, mais c'est qui ce mec là encore? Bon, déjà, faut savoir que ce dernier, il a été compositeur musical depuis 1977. Mais sachez que sur son CV, il n'y a rien qui a révélé son talent ou quoi. Non, j'ai trouvé aucun film que beaucoup de gens connaissent, sauf peut-être les plus nostalgiques d'entre vous. Mais encore faudrait-il être nostalgique. Et là, pour le coup, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a foutu, John Williams? Pourquoi il a quitté le projet? Franchement, mon pote, je ne saurais te dire. Mais après, je pense que vu que le film était sorti en 2001, John Williams, il était juste occupé à faire un autre film. Mais bon, après, c'est pas non plus le film qui sera le plus anecdotique au monde, hein. Oh tiens, salut le poster d'Harry Potter, comment est-ce que tu vas? Et de plus, croyez pas que les acteurs sont en reste, eux aussi ils en peuvent plus. Déjà, on retrouve notre cher Alan Grant, à savoir Sam Neill, et ça fait plaisir. Par contre, on retrouve évidemment Ellie Sattler. On y vient toujours. Par contre, exit Jeff Goldblum, mais bon, il nous a au moins fait une belle prestation dans le deuxième opus, donc je pense pas qu'on avait spécialement besoin de lui dans le troisième, il allait les éclipser de toute façon les deux autres. Et entre temps, on retrouve soit des acteurs qui ont des rôles anecdotiques, soit qui n'ont pas du tout percé dans le milieu du cinéma, contrairement à ce que veulent nous faire croire leur carrière. Autant on a un nouveau caméra dans l'histoire qui est devenu moustachu. Voilà, je serai toujours fidèle à cette vanne sur Calmerade, désolé mon pote. Mais bon, avec ce tournage chaotique, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que le film sera sauvable. Après tout, on a déjà, pas des gens non plus de grand talent, mais ils ont déjà fait leurs preuves plus ou moins, chacun de leur côté. Du coup, on peut plus ou moins leur faire confiance, pas vrai? Pas vrai? Ah, il n'y a que 3 scénaristes? Je croyais qu'il y en avait 9. Ouais, les gars, on a 9 scénaristes dans ce film. Pour que 3 places au générique, hein. Et ainsi que partout. Du coup, on est loin des 14 scénaristes qui étaient présents dans Transformers 5. Mais croyez pas qu'avec 9, ça s'arrange. Hein. Mais avec tous ces problèmes qui pourraient engendrer le futur film. C'est quoi Jurassic Park 3? Eh bien, ça nous raconte cette fois-ci l'histoire d'un jeune enfant qui fait du deltaplane. Prédislassorna, quoi? C'est pas une zone interdite ou quoi? Ah non, ok d'accord. Suite à cela, le jeune enfant de l'intro se retrouve isolé du reste du monde puisqu'il s'écrase sur l'île après que le bateau, excusez-moi, ait fait un crash et que leurs compères se sont fait tous bouffer, hein, visiblement, malgré le fait que l'on ne présente pas des animaux, des dinosaures qui savent nager sous la mer et les capturer pour les bouffer ensuite juste après. Voilà, ça j'ai l'impression que l'on n'en parle pas, c'est bizarre. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on retrouve quand même Alan Grant avec sa nouvelle compagne Ellie Sattler et ils ont eu un enfant. C'est vachement cool. Lui qui croyait qu'il n'aurait jamais d'enfant parce que soi-disant ça pue. Et ben voilà, tu peux être enfin con. Mais Jamel a raison. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc là, le film, il vient tout de commencer depuis même pas 5 minutes. Et vous dégagez déjà une relation amoureuse, putain. Et le pire, c'est qu'ils s'entendent bien. Mais pourquoi est-ce que d'un coup, les deux, ils parlent de bébé et ils disent qu'ils veulent faire une vie ensemble et ils ont l'air très amoureux l'un envers l'autre et tu sens qu'ils peuvent être ensemble à tout moment et que d'un coup, il y a un mari qui est là, qui casse les couilles et qui sert à rien dans l'histoire et qui ne dit même pas un seul dialogue. Mec, d'où tu sors? D'où tu l'as rencontré? Vous vous êtes croisés dans une école ou quoi? C'est quoi l'histoire? Je comprends pas. En plus, regarde ta tronche, putain, t'es moche, au point que même la caméra, elle veut pas te regarder. Elle est plus concentrée sur le couple préféré de Jurassic Park. Donc qu'est-ce que tu viens foutre là, mec? Qu'est-ce que tu viens t'incruster là? Et du coup, il est à qui ce bébé? Est-ce qu'il est à Alan? Est-ce qu'il est à Ellie? Il est à qui ce bébé? Est-ce qu'il est... Bon, je sais qu'il est à Ellie, mais est-ce qu'il est à son con de mari qui sort de nulle part? Cette espèce de tête de tronche de pancake là? Non, excusez-moi, j'étais un petit peu zaref, mais c'est juste que j'ai vécu ce genre de choses des centaines de fois dans ma vie que... Ouais, non, à un moment donné, ça commençait à me casser les couilles, mais bref. Reprenons la... Mais étant donné que ce dernier fait toujours son boulot d'archéologue avec son nouveau bras droit, puis qui, par contre, je préfère vous prévenir, c'est le meilleur personnage du film.
Vous allez comprendre pourquoi. Et entre temps, on a les Kirby, à savoir une famille, composée d'un homme et d'une femme qui veulent survoler Isla Sorna pour des raisons inconnues, visiblement juste pour explorer l'île et juste pour le voir. Et ils sont accompagnés de 3 gars militaires qui non seulement ont l'air d'avoir beaucoup d'expérience sur leur CV, Nothing to worry about, sir. It's gonna be a walk in the park. ouais, avec une arme comme ça, je crois qu'ils ont raison, hein. Ça risque d'être une vraie promenade de santé, hein. Même les plus beaux T-Rex, ils vont fuir sa race. Même le petit que dans le deuxième, ils ont dû sauver. Sauf que les gars, je pense qu'on connaît bien Alan Grant. Le gars, il a déjà été traumatisé par Issa Nublar. Croyez pas que le gars, il va faire la même erreur que Jeff Goldblum. Et encore, lui, au moins, il avait des raisons d'y aller. C'était juste pour aller voir sa femme qui s'était rendue comme une conne. Du coup, ne vous inquiétez pas, même si Alan Grant n'a pas de femme pour avoir une raison d'aller sur cette île, croyez pas que le gars, il va... Et il signe le chèque. Et il a signé le chèque, cette espèce de... Du coup, ce là ils sont partis, c'est l'heure de la petite balade sur l'île, sauf que, oh mon dieu, comme de par hasard, ils sont posés et ils croisent un dinosaure qui bouffe en plus un des 3 gars qui accompagnent les Kirby. Oh mince, comme par hasard, l'avion se crache dans les herbes lorsqu'il fuit un dinosaure. Mais comment c'est possible? Oh tiens, comme par hasard, le dinosaure les attaque parce qu'il a faim et du coup il veut croquer 2-3 petits apéritifs de spi. Et en plus, ils veulent croquer le noir parce que c'était raciste à cette époque-là. C'était complètement inattendu. Du coup, suite à ces attaques répétées, leur mission à eux, ça va être simple, quitter l'île immédiatement avant que les dinosaures les bouffent. Et aussi, petite dernière information, le couple de Kirby sont en fait des parents divorcés qui recherchent leur enfant. Et ils n'ont pas d'argent pour financer Alan Grant. Du coup, c'est un homme qui s'appelle Alan Parrish et qui est coincé dans une jungle. Ouais, et je oubliais de préciser que c'était réalisé par Joe Johnston. Oui, vous vous souvenez du fameux gosse qui, s'est décraché au milieu de l'île parce que son bateau s'est fait bouffer par des dinosaures? En fait, c'est ce même... Donc voilà, là tu te comportes, non, pas tu te comportes, mais disons que t'es face à un film qui a un seul et unique problème. Son scénario, qui, tu sens que non seulement ça a été écrit par 9 scénaristes et que ça a été bâclé, parce que le film, t'as l'impression qu'il raconte quelque chose, mais qui en fait raconte rien. À chaque fois qu'il a une idée, tu te dis, putain, ça peut être une bonne idée, et en fait, non, tu te gourres, cette idée n'a jamais été exploitée dans l'histoire, parce qu'il y a juste un autre scénariste qui a décidé de ramener sa tronche. Par exemple, le coup du dinosaure aquatique. Dans ta tête, tu peux te dire, putain, c'est une bonne idée, en plus, on n'a pas vu, des dinosaures aquatiques, du coup, ça peut être sympa. Sauf que le problème, c'est que le film a décidé de le bâcler. Du coup, résultat, t'auras pas de dinosaures aquatiques dans ton film. Et le coup d'un petit garçon qui se perd dans une île, dit comme ça peut être une bonne idée, mais à la place t'as des scènes comme ça par exemple. Okay, you're free. To go to hiring an expert if we're not going to use his advice. Yeah, except Dr. Grant isn't looking for Eric. He's looking for the coast. Okay, fine. Go ahead and scream. And then when that tricycloplots attacks you, don't come crying to me. Don't worry about that. What? Nothing. What did you say? Never mind. What did you say? Oh, just... If we split up, I'm going. Je ferai exactement comme Calmera de Moustachu, je ferai la même chose. Et quand tu t'attends à une belle scène avec le T-Rex, comme t'en as toujours eu dans chaque film Jurassic Park, putain, ils l'ont tué, ils ont aucun respect pour la saga. Non mais après, c'est pas grave, le combat entre le T-Rex et le Spinosaure, il est sympa, Ça aurait été bien si ça aurait été une bataille finale quand même. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a un scénariste qui s'est dit ça pourrait faire une excellente bataille finale de voir le T-Rex face au Spinosaure et que ce soit le T-Rex qui gagne. Sauf qu'il y a un autre scénariste qui a buté l'idée. Et je le hais pour ça, mec. Donc ouais, vous voyez, avec tout ça, t'as presque l'impression que toutes les bonnes idées qu'il y avait dans ce film, soit ils ont été sacrifiés, soit tout a été compressé dans un seul film de 92 minutes, juste pour rien, juste pour raconter l'histoire d'un garçon qui s'est perdu sur une île. Et t'as même pas d'histoire d'existence de la nature et des humains et tout. Le gros problème de ce film que j'essaie de vous expliquer en fait, c'est que les humains et les dinosaures, il y a toujours eu cette question de la coexistence entre les deux dans les 2 premiers films Jurassic Park. Mais dans ce 3e, le sujet il n'est jamais traité. C'est juste l'histoire de 2 parents divorcés qui se réconcilient au fil du film. Et tout ça pour retrouver leur gosse qui s'est perdu sur une île parce que il a été accompagné d'une équipe trop conne pour se rendre sur une île interdite au public, même interdite tout court. Et en plus de ça, tu cites 3 gars super compétents qui se font bouffer au bout de même pas 3 minutes alors que les gars ils avaient une super arme qu'ils nous avaient présentée au début du film. Et aussi, le gros point faible de tout ça, ça va être triste à dire, mais c'est les dinosaures. Parce que, ok, dans les 2 premiers opus, les dinosaures, soit ils étaient fantastiques, soit ils étaient fabuleux, ou soit c'était sympatoche de les voir comment ils se comportaient en pleine nature. Je pense notamment à Stégosaure dans le monde perdu, qui est l'une des meilleures scènes sur des dinosaures. Mais
Là, dans Jurassic Park 3, bah, ça va coller l'étiquette au fil de la saga qui va devenir un cliché par la suite, à savoir herbivore égale figurant. Du coup, bah, on en fait des figurants qui passent et qui sont anecdotiques lorsqu'ils apparaissent. Et carnivore égale dinosaure qui bouffe des gens. Du coup, bah, ils serviront qu'à ça, à être des méchants du film. À aucun moment tu sens de l'émerveillement pour ces monstres et ces créatures. À aucun moment tu as l'impression de t'émerveiller devant eux. Et à aucun moment tu te dis qu'il y a des plans fascinants à un moment donné. Alors que je vous rappelle que c'est Joe Johnston qui a fait le film, le même qui a fait Jumanji, mais bon, Jumanji, c'est pas non plus un film qui brille par sa réalisation, mais bon, c'est une autre histoire, hein. Et niveau prestation d'acteur, franchement les gars, croyez pas que c'est pas mieux. Je vous ai déjà montré les Kirby très brièvement, hein, croyez-moi, mais ouais, c'est à un moment donné, soit ils sont chiants, soit c'est de la romance nulle à chier de parents divorcés qui... Déjà que moi, les romances à la base, ça m'emmerde, mais si c'est pour en faire des minutes d'exposition, merde, chiant, nul à chier pour rien... Croyez-moi les gars, ce sera pas pour moi ce genre de truc. Hein. Et Sam Neill. Ouais bah Sam Neill nous fait ce qu'il a fait dans le premier Jurassic Park. Il n'y a rien non plus de plus étonnant. À noter par contre que bah il y a quelque chose qu'on retrouve pas chez lui. C'est bah déjà la rage qu'il a de voir sa future fiancée avec la tête de pancake là. Et surtout bah on retrouve pas ce gars ne serait-ce qu'un peu passionné par son métier et par ce qu'il fait. On a presque plus l'impression bah, que le gars il fait plus ça presque par business. Comme par exemple, bah, signer un chèque et ne le fera rien payer, hein, parce que bah, les Kirby ne sont pas des millionnaires comme ils veulent faire croire. Hein. Par contre, au milieu de tout ça, il y en a au moins un seul qui s'en sort. Un seul. Et c'est Alexandre Nivola. Ouais, lui-même, Alexandre Nivola. Et je sais que vous avez de toute façon jamais entendu parler de ce gars-là. Déjà parce que ce mec-là est connu que pour avoir joué dans Jurassic Park 3. Et vraiment, lui, je sais pas comment ça se fait, mais il a presque réussi à sauver les pires minutes du film. Et ça fait vachement plaisir, je trouve. Déjà, il joue très bien le rôle du jeune apprenti qui veut apprendre des choses et qui veut financer les recherches d'Anal Grande et tout ça, au point de voler des raptors. Et tu sens, bah, dans cette même scène, une belle culpabilité de sa part, tellement, bah, le gars, il s'en responsable. Bref, ça fait réel. Moi, je trouve que rien qu'avec cette scène, bah, Alexandre Nivola, c'est peut-être le gars qui relève le plus la qualité de ce film de merde. Et ça fait plaisir. Et surtout, bah, lui, au moins, il a une belle discussion autour des dinosaures avec notre cher Alan Grant. Surtout quand il parle du Spinosaurus, tout ça. Bon, ok, c'est un petit peu anecdotique, mais au moins, bah, ça rajoute un petit peu de lore sur l'univers Jurassic Park. Et c'est un plus, qu'on le veuille ou non, le Spinosaure fait maintenant partie du lore de Jurassic Park, même s'il a défoncé ton dinosaure préféré. Donc ouais, c'est littéralement un miracle de se dire qu'il y a au moins un personnage comme ça, et que Alexandre Nivola a réussi à relever le niveau de ce film grâce à ça. Parce que je pense que sans lui, ouais, ça aurait été compliqué. Merci d'avoir supporté cette souffrance. Parce que oui, on a tous lu ton témoignage à propos de ce film, crois-moi, on s'en va un petit peu, mais... D'ailleurs, la musique de John Williams... Ouais, bon, ça sent qu'elle est absente, hein, même si on réutilise ses thèmes et tout ça, mais bon, soit c'est des remixes, bah, des thèmes de John Williams, ce qui est pas très compliqué à faire, soit, bah, ouais, on essaie de faire un petit peu du John Williams, mais c'est plus des musiques de situation que tu vois dans les blockbusters classiques, que de vraies bonnes musiques qui, t'engrangent dans le récit. Du coup, ce qui fait que, bah, si tu te souviendras des musiques de Jurassic Park 3, bah, c'est juste parce que tu auras vu les deux opus précédents. En plus, Jurassic Park 2 nous a déjà offert de bons thèmes originaux dont on se souvient encore aujourd'hui, alors que le troisième... En revanche, détail à mettre, les animatroniques des dinosaures restent toujours aussi convaincants, toujours aussi fascinants, même si tu peux remarquer qu'il y a certaines rides qui ont été prises petit à petit, mais bon, ça c'est plus la volonté de vouloir tout faire en effets spéciaux numériques et en images de synthèse, qui bah, sera accru avec l'arrivée de la menace fantôme. Hein. Au final, malgré les 93 millions de dollars du film, bah, il rencontrera pas un énorme succès vis-à-vis des fans, puisque bah, déjà rien qu'en France, bah, 2000 entrées... Ouais, bah pour un film comme celui-là, c'est pas non plus suffisant, il faut pas rêver, hein. Chez les États-Unis, il est à peine à 100 millions de dollars, hein. Faut pas croire, mais bon, après, faut pas s'inquiéter pour le box-office mondial, hein. Après tout, 300 millions, ça reste déjà rentable, hein. Donc ouais, tu te rends compte qu'avec tout ça, plus le temps avance, plus t'as l'impression que chaque film Jurassic Park qui se font sont de moins en moins rentables au fil du temps. Ce qui fait que du coup, bah, les grosses têtes telles que Joe Johnston ou encore Alexandre Nivola, comme je viens de vous le citer tout à l'heure, bah, eux auront des rôles anecdotiques dans des petits films et se feront un peu plus discrets au fil du temps. Là où bah, les autres... En 2004 sera quand même annoncé un projet autour de la saga Jurassic Park, ça fera quand même plaisir. Mais il y a un gros problème avec toute cette histoire, bah, c'est que plus grand monde n'est chaud pour tout ça, surtout avec les succès des récents films, surtout pour Steven Spielberg qui lui est en roue libre, surtout avec la guerre des mondes à cette époque-là. Et ensuite, bah, tragique drame, Stan Winston est décédé.
Et il en va de même pour l'acteur principal qui jouait John Hammond. Et pour Michael Crichton, qui en plus de ça, et je vous rappelle, est l'auteur du roman Jurassic Park, lui aussi fait partie de ces 3 personnes qui nous ont quittés. Du coup, le projet du Jurassic Park 4 sera définitivement annulé, et pas seulement rangé dans le placard, mais définitivement avorté pour toujours. Du coup, ce qui fait que on pourra seulement se contenter de la trilogie, et quelque part, quand on y réfléchit, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Hein. Jim Drucker, bad hair. Erica Brand deserves better. Hal, Jim, Erica. Hal, Jim, Erica. And I am Claire. 3 minutes late. Welcome to Jurassic World. Lorsque l'année 2010 est arrivée, là, il s'est passé quelque chose d'absolument inattendu. Une nouvelle suite à Jurassic Park était arrivée. Enfin, était annoncée aux yeux de tout le monde. Du coup, tout le monde s'est mis à attendre patiemment pendant que le film se préparait petit à petit. Et là, on entre petit à petit dans une future nouvelle ère pour la saga Jurassic Park. Parce qu'à partir de maintenant, Jurassic Park ne s'appelle plus Jurassic Park. Non, non, non. Il s'appelle Jurassic World. Ouais, c'est vrai que c'est très original quand même. Hein. Sachez qu'en équipe, on retrouve Colin Trevorrow, hein, qui à cette époque-là, il n'était pas très... Ouais, non, il n'était pas très reconnu que ça. Et il est accompagné dans la scénarisation en plus de ça, avec beaucoup de scénaristes. L'un d'entre eux s'occupera même de Kong Skull Island, et vous en avez probablement certainement jamais entendu parler, Monster Cars. Ouais, cette espèce de film où t'as une espèce de pieuvre qui s'introduit dans une voiture, enfin... Ouais, non, j'ai jamais vu ce film. Par contre, je note que Rick Jaffa a quand même un CV assez lourd comparé aux autres, puisque lui, il s'est occupé de la planète des singes des origines et l'affrontement. Donc là, tu te dis... Ça va être un minimum bon. Et à noter d'ailleurs que c'est même lui qui va s'occuper du prochain Planète des Singes réalisé par Wes Ball, qui sort l'année prochaine. Bon, ça va. Pour l'instant, on va dire que ça va. Par contre, je crois que t'as oublié qu'il a aussi fait le remake de Mulan, hein, je sais pas si... Non, mais j'ai dit que ça va. Par contre, sachez que dans la musique, on ne retrouve pas du tout n'importe qui. On retrouve bel et bien le seul et l'unique, et sûrement le futur légendaire, Michael Giacchino. Ouais, le même gars qui s'est occupé des OST de The Lost, et de pas mal de 2-3 films Marvel à côté. Bref, Giacchino, c'est un grand talent que vous avez certainement dû entendre parler ne serait-ce qu'une fois. Croyez-moi que ce dernier a beaucoup de talent. Ouais, après j'ai vu que la première saison de The Lost, hein, pour dire que cette série est qualitative. Et vous allez me dire, c'est qui la tête d'affiche du film? Chris Pratt lui-même. Ouais, le gars qui sort des Gardiens de la Galaxie et qui, on ne se doutait pas du tout qu'il allait devenir une plus grande star que ça à la suite des années qui viennent. On a aussi Bryce Dallas Howard. À savoir Bryce Dallas Howard. Le truc qu'on peut dire, c'est qu'elle a déjà joué dans 2-3 films avec Shia LaBeouf. Mais le truc le plus important, c'est que c'était elle qui jouait Gwen dans Spider-Man 3. Donc ouais, là déjà, tu sens quand même qu'elle a un petit peu de talent. Un petit peu. Par contre, tout le monde va pouvoir dire cocorico dans toute cette histoire, parce que Omar Sy, notre star international, joue dans le film. Ah, et pour plus inattendu, sachez que dans ce film, Booba a été figurante dans Jurassic World. Ouais, non, je vous jure, je déconne pas, vous pouvez même le voir là, avec une image bien détaillée, comme ça, vous vous rendez compte que c'est lui. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Hein. C'est quoi ça? Comment ça je suis dans Jurassic World? Le moi figurant dans Jurassic World, mais ce mec là il veut que je l'entoure. Alors, c'est un tir, ça me dit que je suis dans Jurassic World, mais en fait pas du tout. Non mais vas-y, tu vas faire ta gueule, d'où tu me balances ce genre de truc comme ça. Et en plus il a une chaîne de rap, reste de la cité. Reste de la cité, ouais, c'est quoi ce plat sans trône? Je dirais plutôt en son talent, avec sa tête de Thanos là, on dirait il est Théodore mais en moche, c'est quoi ça? Donc ouais, franchement avec tout ça tu peux dire, l'équipe elle va être solide, ça va tenir. Ce sera pas la même équipe qu'avec le premier opus, mais franchement là déjà, tu peux dire on tient quelque chose, on tient peut-être quelque chose de bien. Sachez que Jurassic World, ce sera pas du tout le même speech que Jurassic Park, puisque bon, des années après la catastrophe qui s'est produite à l'Isla Nublar, on construit un nouveau parc à cet endroit et tout a été ouvert au public. Le parc est ouvert au public, ça cartonne, ça fonctionne, bref, tout le monde va au parc pour admirer des dinosaures, tout se passe bien. Bref, c'est ultra sécurisé et du coup, des gens ils se contentent pas de dépenser sans compter, hein, n'est-ce pas, John Hammond? Je trouve que c'est un peu insultant d'insulter un mort quand même, hein, je sais pas. D'ailleurs, petit aparté que je place là, je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas rendu hommage à John Hammond dans ce film-là, même si on mentionne qu'il est mort, que ce soit le personnage ou l'acteur hein, lui-même, mais voilà, je trouve ça quand même dommage qu'on en parle ne serait-ce qu'un petit peu, mais qu'on lui rende pas ne serait-ce qu'un petit hommage parce que c'est quand même un peu lui qui a un peu forgé Jurassic Park et je trouve que ouais non je trouve ça un petit peu dommage qu'on fasse pas mention de ce dernier et
Voilà. Bon, tu me diras, on n'a pas rendu hommage à Stan Winston ni même à Michael Crichton, mais voilà, je sais pas, au moins une petite référence pour ces deux-là, puisqu'ils ont quand même beaucoup contribué au cinéma ou à la littérature. Sauf que on en vient à un petit problème. Les dinosaures, ça intéresse plus personne en fait. Tout le monde s'en bat les couilles maintenant, dinosaures. Les gens, ils vont au parc, ils passent un bon moment et c'est tout. Ils vont pas chercher plus loin. Donc du coup, le parc se donne une idée, à savoir, créer un dinosaure que pratiquement personne n'a vu et créer génétiquement. Et du coup, intervient ce que l'on appelle l'Indominus Rex, à savoir un mélange entre le T-Rex, le Vélociraptor, les cellules de grenouille, de caméléon et... Bref, mes couilles, niquez-vous. Sauf que pour vérifier qu'il ne soit pas suffisamment hostile, on engage un gars dresseur de Vélociraptor, et c'est notre cher Chris Pratt, surnommé Owen Grady dans ce film. Voilà, c'est à peu près le speech du film, et tu t'attends forcément à ce que la créature génétiquement modifiée s'échappe et foute le bordel. Ah, et aussi, dernier petit détail important, on introduit des gosses dans cette histoire qui, en fait, sont les neveux de Claire, à savoir la personnage de Bryce Dallas Howard. Oui, ça va, ils vont servir à quelque chose, au moins c'est bien, hein. Et puis de toute façon, c'est une tradition de ramener les gosses dans un film Jurassic Park, pas vrai? Malgré les petites guillemets que j'ai mis sur certains résumés, enfin sur quelques parties du résumé du film, malgré quelques petites pointes de grincement de dents qu'on aurait pu avoir à propos de ce film, force est de constater que le film reste plutôt bon. Oh ça va, il est très bon. Bon, ok, j'avoue, présenter encore une fois un parc de dinosaures, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, c'est bon, je crois qu'à ce moment-là, je pense qu'on a compris, il y a des dinosaures et c'est la nublar, du coup les emprisonnent, tout ça, machin, on connaît, c'est bon, ça va, hein. Mais déjà, le fait qu'on veut s'éloigner des codes du prédécesseur, déjà en nous présentant des nouveaux personnages, mais en plus, en nous montrant que, il y a des métaphores au travers du cinéma, par exemple, les fans qui ne sont plus vraiment impressionnés par grand chose et qui, réclament encore plus grand et qui veulent voir plus, ouais, c'est un petit peu notre cinéma à nous, presque, à savoir qu'on veut voir des choses plus grandes, etc. Bon, aujourd'hui, de nos jours, c'est plus trop le cas, mais bon, on va en parler, hein. Les gosses dans l'histoire, ils servent à rien, voilà, hein, je préfère le dire. Franchement, ces deux-là, à part être un petit objectif dans le film-là, qui finalement ne servent pas à grand-chose, ouais, non, ça nous fait presque ennuyer le film, et ça rajoute de la longueur pour rien. Par contre, l'Indominus Rex est une grande force. Ça, j'avoue, j'aurais jamais cru le voir comme ça, mais ouais, l'Indominus Rex est une énorme force. Déjà parce que ce truc-là est effrayant et il a hanté mes nuits pendant mes années de collège, je vous raconte pas comment. Parce que je préfère vous le dire, mais quand on présente ces gosses pour la première fois, tu te dis, ok, cool, ça va être les personnages principaux, ça va être vachement cool. Mais le gros problème, c'est qu'on nous présente d'autres personnages à la suite et ils prennent totalement leur place tellement ils les éclipsent. Du coup, ce qui fait que quand tu vois ces gamins, soit ils ont des scènes plus ou moins anecdotiques, soit ils sont là pour des histoires de garde et on s'en fout. Même s'ils ont une relation entre frères vachement intéressante, quand tu parles d'un film de dinosaures ou quoi, franchement, les histoires de frères et de parents qui divorcent ou quoi, on souffle. Enfin, moi je souffle, hein. Non mais dites-vous que c'est comme si dans le premier Jurassic Park, on se concentrait uniquement que sur les petits-fils de John Hammond. Du coup, tu rates une bonne partie du film, en effet. Et ça en devient chiant. Voilà, c'est chiant. Mais aussi, ce qui fait la plus grande force du film, c'est les Vélociraptors et tous les sujets qui tournent autour de la saga Jurassic Park. Comme je vous ai dit, son âme, ça a toujours été de parler du rapport entre l'être humain et la nature. Et là, ce film-là, il le traite très bien. Bon, ok, pas mieux que Jurassic Park 1 et 2, hein, bien évidemment. Mais déjà, Jurassic Park 3 n'en parlait même pas. Donc avoir ça dans Jurassic World, ça fait du bien. Déjà, Chris Pratt avait fait ses preuves dans Les Gardiens de la Galaxie. Là, ça fait vraiment plaisir de le voir, dans un rôle un peu plus différent que son rôle précédent. Mais franchement, ouais, ça fait plaisir de le voir dans cet état-là. Dites-vous même d'ailleurs que Steven Spielberg a pris Chris Pratt, tout simplement parce qu'il a été convaincu de sa performance dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est à peu près tout. Alors que le gars, il a dû jouer dans plein d'autres films avant ça. Et ouais, franchement, le gars, il s'en sort très bien. Il a une superbe relation avec les Vélociraptors qui fonctionne. Vraiment, c'est ouf. Et ça fait plaisir de voir un être humain dresser des Vélociraptors. Parce que, les gars, commencez pas avec vos théories du c'est pas possible qu'un être humain dresse des dinosaures ou quoi. Les gars, on dresse des animaux depuis je sais combien de temps. Donc pourquoi est-ce qu'avec des Vélociraptors, ce serait pas possible ? Oh, à un moment donné, réveille-toi, mon pote. Juste, il y a 2-3 petites qualités et 2-3 petits défauts. Ok, mais bon, en même temps, c'est un blockbuster, fallait pas s'y attendre. Juste, moi, les gros défauts que je retiens du film, déjà, c'est les dinosaures. Comme je l'avais déjà dit tout à l'heure avec Jurassic Park 3, là, dans ce premier opus,
de Jurassic World évidemment, bah là c'est la première conséquence qu'il y a eu avec Jurassic Park 3 du coup, à savoir que les dinosaures bah ils sont moins iconiques, il y a la case des herbivores et la case des carnivores, à savoir herbivore égale figurant et carnivore égale doit bouffer des gens parce qu'il faut que ce soit les temps de la mer. Du coup, ce qui fait que ça rend un dinosaure anecdotique et que ça en fait pas du tout des animaux de manière générale. Et ça, ça commence petit à petit à se transpirer et ça va avoir d'une incidence par la suite. Ensuite, le rythme, bon, j'avoue, c'est très bien rythmé. Le scénario est très bien écrit. Les scènes d'action durent parfaitement le temps qu'ils doivent durer. l'Indominus Rex sait être intimidant quand il est intimidant. Il sait faire peur quand il faut faire peur. Bref, c'est vraiment un antagoniste très puissant. Et il y a aussi, l'autre gars cet autre gars qui est plutôt cool, hein, et qui a une belle scène de fin. Hein. Mais après, je le cite vite fait, mais franchement, ce gars-là, c'est une vraie bonne qualité. Donc, je vous jure, les gars, je vous laisse 2-3 de ses phrases pour vous faire comprendre à quel point ce personnage est génial. War is part of nature. Look around, Owen. Every living thing in this jungle is trying to murder the other. Mother Nature's way of testing her creation. War is a struggle. Struggle breeds greatness. And without that, we end up in places like this. Charge $7 a soda. Non, vraiment, les acteurs, ils sont formidables. Ils sont vraiment extraordinaires. Ça fait plaisir d'avoir enfin de bons acteurs. Là où dans Jurassic Park 3... Oh, et évidemment, je conclurai sur ça. Si je vous dis que ce film est une belle métaphore au travers du cinéma, sachez que ce n'est pas pour rien. On représente le public par nous, par les visiteurs du parc, évidemment, qui veulent des sensations fortes, de l'action, etc., etc. Et on nous présente presque l'Indominus Rex comme quelque chose de nouveau, comme une sorte de Jurassic World, genre quelque chose qu'on connaissait déjà, mais en réamélioré, en mieux. Sauf que c'est une créature qui échappe complètement au contrôle de tout le monde et qui se défoule sur tout le monde tellement il est imposant. Du coup, on fait appel à toutes les solutions nécessaires pour le calmer. Mais du coup, ça nuit presque contre tout le monde et il y a même des fois où ça marche pas. Du coup, on est obligé de faire appel à ce qui marchait, à savoir le cinéma de l'ancien temps, représenté par le T-Rex, qui était anciennement le Jurassic Park d'avant. On présente aussi le Vélociraptor comme ce qui était, ouais, non, j'avoue, celle-là, je sais pas comment la représenter en fait. Et du coup, on finit par mettre à terre l'Indominus Rex, qui est la représentation même du film. Et au final, ce qui le bouffe, au final, c'est sa propre folie destructrice qui nous fait dire qu'à un moment donné, eh oh, mon pote, calme-toi, hein, je suis supérieur à toi. Du coup, le Mosasaur, qui lui aussi est une autre idée de Jurassic World, l'emporte avec lui pour lui faire comprendre que, ouais, non, arrête, t'es juste là, t'es juste un gros film, un gros budget, un gros divertissement. C'est bon, frère, arrête. Dans le lot, t'as aussi Chris Pratt qu'on pourrait un petit peu représenter comme étant Colin Trevorrow, à savoir le réalisateur du film qui lui voulait juste faire un film Jurassic Park comme ça, mais qui lui connaît un petit peu le cinéma et sait comment le maîtriser. Et de l'autre, t'as aussi un petit peu Claire qui est plus ou moins un petit peu le Steven Spielberg, parce qu'il faut savoir que dès le départ, Steven Spielberg, lorsqu'il voulait une suite, c'était juste pour faire son truc à lui, mais elle voit plus les choses comme les chiffres. Du coup, ce serait difficile de le comparer à Steven Spielberg. Donc moi, je le mettrais plus, à la place des producteurs, etc., etc. Et t'inquiète pas, le fan hardcore de Star Wars, Kathleen Kennedy n'est pas à la production de cette nouvelle trilogie. Avec tout ça, le succès du film ne tarde pas à s'exclamer, puisque le film fera 5 millions d'entrées rien qu'en France. Sachez que on est toujours en dessous de Jurassic Park, mais c'est déjà un très beau succès quand même. Aux États-Unis, il fera quand même 600 millions de dollars, ce qui n'est pas un score totalement dégueulasse. Par contre, c'est au box-office mondial qu'il faut se mêler, parce que le film fera, attention, 1,6 milliard de dollars. Ouais, dites-vous quand même que c'était tellement rentable que c'était, je crois, un film qui a atteint le top 10, le top 15 des films les plus rentables de l'histoire. Donc ouais, comme quoi, il suffit juste que tu recastes des gens de talent, ainsi que un bon scénario sympatoche, et t'as un bon film, t'as même un excellent film qui fait honneur au matériel de base. Et ça fait plaisir. Et forcément, avec tout ça, faut forcément s'attendre à une suite, et croyez-moi que cette suite, elle vaudra le coup. Jurassic World Fallen Kingdom est le meilleur opus de toute la saga. Que ce soit Jurassic Park ou Jurassic World, sachez-le. Le trailer sort le 8 décembre 2017, à savoir qu'à cette époque-là, je devais fêter
Je devais fêter quel âge déjà? Je me souviens même plus, sachant que là aujourd'hui j'ai 19 ans, là je me souviens encore de ce trailer parce que ce trailer était complètement fou. On a rajouté ce putain de volcan qui était présent dans le livre enfin en film et ça faisait vachement plaisir. Donc ouais, le trailer tabassait sa race. Croyez-moi que le cadeau d'anniversaire, je l'ai bien digéré. Ah, même encore aujourd'hui. Déjà, c'est plus Colin Trevorrow qu'on retrouve à la réalisation du film, même si il co-scénarise le film, hein, sur ça ne vous inquiétez pas. Il en est même producteur, hein, sachez-le. Non, là, c'est un gars que l'on appelle Juan Antonio Bayona. Et sachez que c'est un réalisateur avec beaucoup de talent. Je vous conseille vivement de regarder tous les films qu'il y a à l'affiche juste ici. Croyez-moi que ce gars a beaucoup de talent. Dites-vous que ce mec-là a tellement de talent qu'il a été invité pour faire les 2 premiers épisodes de Rings of the Power. Bon, ok, la piètre qualité du film, de la série est discutable, hein, mais quand même, on peut reconnaître qu'il a une belle réalisation et un très beau savoir-faire. Et c'est pas sur ça qu'on pourra reprocher Rings of the Power, mais ça, on aura le temps d'en reparler, Et en ce qui concerne le reste de l'équipe, bah ouais, non, là pour le coup, il y a pratiquement pas grand-chose de changé. Mais déjà, pourquoi est-ce que je vous dis que Fallen Kingdom est le meilleur opus de Jurassic Park? Tout simplement parce que c'est le film qui a le plus compris ce que doit être un Jurassic Park en 2018. À ce point-là, au point que je regrette même de ne pas l'avoir mis dans mon top 10 de 2018. Bon, vous allez me dire après c'est quoi le speech? Bah cette fois-ci, on suit nos amis de toujours, hein, sauf qu'on a enlevé les gosses cette fois-ci et ça fait plaisir. À savoir que on suit Claire et Owen qui vivent chacun leur vie de leur côté. D'un côté t'as Owen qui se construit une cabane au fin fond des États-Unis, quoi. Et t'as Claire qui, elle, travaille dans une association de protection animalière, ce qui est plutôt cool. Et il y a un petit problème qui se passe à Isla Nublar. Un volcan menace d'entrer en éruption. Bon, jusque-là, tu vas me dire, oui, les volcans qui rentrent en éruption, c'est pas très grave non plus, ça fait quelques dégâts, mais pour l'instant, ça va. Mais dites-vous que le volcan, il va tellement être puissant qu'il menace de littéralement détruire absolument toute l'île et tous les dinosaures qui s'y trouvent, ainsi que, ouais, littéralement, toute trace de vie qui s'y trouve, hein. Donc ouais, dit comme ça, globalement, ça ressemble un petit peu au speech de Jurassic Park 2, mais on y a juste rajouté un volcan dans l'histoire. Voilà, c'est tout, hein, pas trop de subtilité ou quoi que ce soit. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo qui reviennent sur mes précédentes critiques, parce que j'avais déjà fait une après-séance sur ce film-là en 2018, et ouais, je maintiens pratiquement tout ce que j'ai dit, hein, et je vais revenir sur absolument tout ce que je n'ai pas dit à propos de ce film. Déjà, les dinosaures ne sont plus que de simples animaux figurants ou quoi, à savoir les herbivores égale figurants et carnivores égale des gens qui doivent bouffer. Non, ce sont des personnages et ça fait plaisir à voir. Enfin, pas tous non plus, hein, faut pas rêver. Mais déjà, ça fait plaisir d'avoir enfin un petit peu d'humanisation de la part de Blue, parce que dans Jurassic World, c'était juste une machine de guerre. Voilà, il n'y a rien de plus subtil, il n'y a rien de machin, faut pas rêver. Mais là, dans Fallen Kingdom, t'as presque l'impression d'avoir affaire à une humanisation de la part de Blue, qui littéralement n'est même plus un animal à ce stade, mais un personnage, et ça fait plaisir. Le T-Rex qui ne se contente pas cette fois-ci d'être une grosse machine à spectacle comme on l'a vu dans tous les autres films Jurassic Park, mais là vraiment t'as presque l'impression d'avoir affaire à une créature sauvage qui souhaite se débattre de tout ça, parce que il a juste envie d'être libre en fait, hein, tout simplement. T'as un pachysaure qui se range dans les créatures des herbivores, mais qui, lui, utilise enfin sa fonctionnalité de foncer sur un mur pour tout détruire. Et ça, oui, ça fait vachement plaisir. Enfin, on a ça dans un Jurassic Park. Un dinosaure qui a des particularités physiques et qui s'en sert dans la vraie vie. Ensuite, on a cette fameuse organisation qui veut embarquer les dinosaures, mais uniquement parce qu'ils veulent de la monnaie et les vendre dans des enchères spécialement faites pour eux. Du coup, ce qui fait que quand tu regardes tout ça, il y a aussi ce re-questionnement de l'humanité. On revient enfin à l'âme de Jurassic Park, à savoir que d'un côté t'as les businessmen qui veulent se faire du fric, à savoir les producteurs du cinéma. T'as Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui veulent sauver leurs dinosaures favoris, parce que le cinéma c'est quelque chose qu'ils aiment bien et qu'ils veulent pas laisser tomber entre des mains aussi terribles qu'eux. Et les dinosaures, c'est plus ou moins le cinéma. Et si on voulait représenter Isla Nublar, on pourrait presque le représenter comme le Jurassic Park d'avant, à savoir que quand tu vois cette île se faire détruire, tu te rends compte que chaque bonne chose doit être éternelle et sont obligés forcément de s'éteindre à un moment donné. Et c'est d'autant plus représenté quand tu vois ce fameux brachiosaure carbonisé par les nuées ardentes du volcan qui commence petit à petit par le rattraper et entièrement le cramer. Oui, c'est triste, mais bon, au moins ça a fait une belle symbolique de se dire que chaque bonne chose doit avoir une fin, et surtout finissent un jour ou l'autre par disparaître. Et si vous pensez avoir suffisamment les larmes aux yeux comme ça, sachez que ce brachiosaure que vous voyez là devant vous, c'est celui que Alan Grant et compagnie ont admiré pour la première fois. Donc oui, souvenez-vous, lorsque vous verrez la toute première fois que vous verrez les dinosaures dans Jurassic Park, vous vous souviendrez que vous l'avez aussi vu se faire carboniser.
Un mouchoir? D'un côté, t'as aussi l'Indoraptor qui est aussi plus ou moins la même référence qu'avec celle de l'Indominus Rex, à savoir faire les choses plus grands et plus gros parce que les dinosaures de nos jours, ça n'impressionne plus personne. Du coup, on nous présente un nouveau dinosaure plus féroce et plus terrifiant encore. Et là, pour le coup, l'Indoraptor, c'est certainement l'une des plus grandes qualités du film aussi. Parce que ça fait plaisir d'avoir un dinosaure, ne serait-ce qu'un peu plus original. Parce que là, littéralement faire un dinosaure sadique au point qu'il est capable de nous lâcher un sourire putain machiavélique sa mère. Ouais, à ce point-là. C'est vrai que la scène où la petite fille est dans son lit pour se cacher parce que elle a envie que les cauchemars s'arrêtent, etc., etc. Ouais, c'est une belle métaphore de la fameuse petite fille qui a envie que les cauchemars s'arrêtent et qui n'arrive pas à se réveiller d'un rêve éveillé et tout ça. Enfin bref, il y a une belle poésie qui se dégage et tout ça, ouais, j'aime bien. Antonio Juan Bayona a énormément de talent et encore une fois, je vous suggère toute sa filmographie, allez me tout voir, allez me tout regarder de Juan Antonio Bayona, putain. Et c'est vrai que la scène de sa mort était franchement spectaculaire, j'en ai eu pas mal de frissons, et encore plus quand le T-Rex a rugi sous une éruption volcanique. Ok, ça fait pas réaliste ou quoi, mais au point où on en est, on regarde du grand cinéma, et quand c'est fait par un gars de talent, le réalisme, cette scène m'a tellement mis à terre que je m'en suis littéralement retrouvé collé à mon siège. Ouais, un petit peu comme ton collant autour de tes jambes. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on appelait ça un collant. Bon, ok, je vois le sens, parce que ça colle aux jambes. Mais pourquoi de base ça s'appelle un collant? Pourquoi est-ce que du coup on appelle pas ça une robe aérée, hein? Bref, avec tout ça, tu peux dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, tout se passe bien. Ouais, sauf au niveau des critiques, parce qu'il y a certaines critiques qui certes sont très positives, hein, ça je vous rassure, mais il y en a d'autres qui sont négatifs et très amers en ce qui concerne le film. Et du coup, ils aiment pas, parce que soi-disant, le film n'aurait pas dû détruire l'île, fallait pas qu'il détruise les machins, ça aurait été mieux dans le parc, machin, enfin... Ouais, des critiques absurdes, quoi. Et malgré tout ça, le film a quand même un petit succès honorable, bon, moins bien que le premier opus, mais bon, ça va, hein, pour un second opus, il s'en sort plutôt très bien, puisque, il a quoi, ouais, à 3 millions d'entrées, rien que en France, mais je pense aussi que c'est plus dû au fait qu'il n'y a plus Omar Sy dans le film, et ce qui est dommage, c'est pas un critère, les Français, Omar Sy n'était pas plus important que ça dans le premier opus. Aux États-Unis, il fait quand même le miracle d'être au-dessus de Jurassic Park 2 et 3, puisque il est à 4 millions de dollars au box-office états-unien, donc ce qui est déjà très honorable quand même. Au box-office mondial, il a 1 milliard 300 millions, ce qui est très honorable pour un film comme celui-là, mais quand tu sens que le premier opus avait déjà fait mieux de cette nouvelle trilogie, ouais, tu sens que peut-être que le film aurait pu être boosté un petit peu plus, mais voilà, c'est un petit peu dommage, voilà, c'est comme ça. Et moi, j'aimerais juste revenir sur cette fin gargantuesque, parce que qu'un Jurassic Park se termine comme ça, non seulement je trouve ça original et incroyable, mais surtout, on se dit qu'enfin, il va y avoir des portes ouvertes pour de nouveaux horizons pour la saga, parce que faut bien comprendre une chose, on a fait que parler de Jurassic Park et World qu'autour d'un parc, et du coup on était restreint que sur une île, soit Isla Nublar, soit Isla Sorna. Du coup, ce qui faisait que, ça faisait que créer une redondance et la saga elle faisait que tourner en rond, à savoir que on allait suivre des personnages sur une île et voir des dinosaures bouffer d'autres gens. Bref, on commençait à avoir la formule et voilà, on n'en pouvait plus, voilà. Parce qu'il faut bien savoir une chose, faut savoir que au moment où il se passe un bordel dans le manoir et tout ça, il y a des vapeurs toxiques qui se sont libérées dans les cages de chaque dinosaure, du coup ce qui fait qu'ils peuvent mourir d'asphyxie et crever une bonne fois pour toutes. Et là, du coup, il commence à y avoir ce re-questionnement de savoir est-ce qu'il faut sauver les dinosaures ou pas au prix à ce qu'ils se libèrent et envahissent le reste du monde, ou bien est-ce qu'il faut les laisser crever ici pour que tout s'arrête maintenant. À ce moment-là, nos personnages principaux choisissent que non. Sauf qu'à un moment donné, on remarque que les dinosaures sont libres de s'échapper pour respirer de l'air frais tout autour du globe. Et on se rend compte qu'en fait, c'était juste cette petite fille. Et qui représente bien notre enfance à nous, parce que une enfance a une âme innocente, et on se rend compte que elle pouvait pas les laisser mourir. Et on prend compte d'une seule chose, en fait on fait pas seulement des films pour des gens adultes comme eux, mais on fait aussi des films pour une nouvelle génération comme elle par exemple. Ces enfants là, ils sont émerveillés par les dinosaures que l'on leur présente aujourd'hui, et ils ont pas vraiment envie que les choses s'arrêtent maintenant. Du coup ce qui fait qu'elles préfèrent plus les voir être libérées qu'autre chose. Et moi franchement... que vous dire, moi je trouve ça beau, Du coup, ce qui me laisse vous poser une petite question. Si vous auriez été à la place de cette petite fille, est-ce que vous auriez appuyé sur le bouton pour libérer chaque dinosaure, ou bien est-ce que vous auriez laissé les dinosaures crever? Je vous laisse cette réponse en commentaire. Du coup, on a affaire à des dinosaures qui sont libérés autour de la Terre, et là, t'as littéralement un immense champ des possibles. Tu peux absolument tout imaginer, mais alors vraiment tout.
Et c'est ça qui est génial avec cette fin. Parce que maintenant que les dinosaures sont libres, il peut y avoir une réinterprétation d'absolument tout ce que tu veux. Fini maintenant d'être enfermé dans un parc paumé au milieu d'une île complètement paumé. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Là où on présente des dinosaures qui vont avoir une conséquence directe avec le reste du monde. Et tu peux que te poser des questions à savoir qu'est-ce qui va se passer. Et ça plus qu'une qualité, c'est absolument génial. Parce que tu peux imaginer absolument tout ce que tu veux à propos de ce film. Et bref, c'est ouf. Franchement, c'est matrixant. Et là, vous vous attendez sûrement à ce que je vous parle de Dominion. Non, on va d'abord faire une transition sur une série que peu d'entre vous connaissent. C'est trop cool. Bon, par contre, je vais faire très vite parce que vraiment, là, la vidéo, elle est trop longue. On a déjà dépassé le seuil de 1 heure, ce qui va sûrement en faire la 3e vidéo la plus longue de ma chaîne. Peut-être même la 2e, hein, si on veut abuser. Mais on va faire vite, voilà. Jurassic World, le colo du Crétacé, nous raconte l'histoire du colo du Crétacé qui rassemble 6 personnes différentes qui vont vivre des aventures dans le Jurassic Park. Sauf qu'ils arrivent pile au moment des événements du premier film Jurassic World. Et du coup... ouais, on va être obligé de les suivre au milieu de toute cette histoire et on va les voir fuir cette île malgré le fait qu'ils ont un carnosaure à leur cul. Voilà, c'est à peu près. Bon, comme vous l'avez remarqué, c'est un film d'animation un peu plus tout public que les films Jurassic Park. Et pourquoi pas, hein, après tout, hein, on peut être choqué comme on peut être diverti. Hein. La première saison était franchement pas mal. Non, franchement, j'ai bien aimé cette première saison. Il y avait un petit peu d'émerveillement de la part des dinosaures, ce qui était pas mal. On a aussi un petit peu plus de lore qui est développé autour de l'univers de Jurassic Park, ce qui rend le film vraiment meilleur. Enfin, la série vraiment meilleure, hein, du coup. L'animation, elle fait un petit peu cartoon, surtout quand tu compares ça au meilleur Pixar et au meilleur DreamWorks. Mais franchement, elle passe, hein, ça va, on s'y habitue assez vite. Même si ça rend l'Indominus Rex un peu moins terrifiant et un peu moins imposant. Et c'est un petit peu dommage. Il y a des clins d'œil, il y a des références au premier film Jurassic World. Et ça fait vraiment plaisir, hein, je vais pas bouter ça. Hein. Et j'aime bien aussi le fait que cette première saison se termine sur les gosses qui sont coincés au milieu d'une île. Du coup, ce qui fait que, ouais, tu peux te faire une plutôt bonne série par la suite, hein, avec pas mal de bonnes saisons, etc., etc. Seulement, je trouve que ça rajoute un tout petit problème. Qu'est-ce que ça va raconter? Ouais, raconter l'histoire de gosses paumés sur une île. Qu'est-ce que ça va raconter? Et ce sera aussi à peu près ça le problème de cette 2e saison, à savoir que y a pas grand chose à raconter. Du coup, il y a même des fois où on peut se permettre 2-3 petites incohérences scénaristiques, mais le problème c'est que cette série elle est tellement anecdotique et que je l'ai oublié et que j'ai pas grand chose à dire. Du coup, je pense qu'on peut littéralement passer à la 3e saison. La 3e saison, par contre, c'est peut-être que c'est la meilleure saison des 5 saisons que je vous parle, parce que vraiment, la 3e saison, déjà on y introduit le Scorpion Rex, du coup ce qui fait que t'as un ennemi qui te colle aux fesses, c'est chaud. Du coup ça rajoute aussi un côté un petit peu de tension autour de nos personnages préférés hauts en couleur, ce qui fait que tu peux avoir plus d'empathie envers ces derniers, et du coup tu t'as compris quoi. En bref, vraiment le Scorpion Rex, je l'ai trouvé vraiment terrifiant, incroyable et surtout, ouais, c'est vraiment la grande force de cette série et ça fait plaisir. Ajoute à ça aussi un petit peu de développement de personnages et voilà, globalement, t'as la meilleure saison de la série. C'est à partir de la 4e saison, à savoir la saison où nos héros se cassent de l'île, que je me dis que ça aurait dû s'arrêter là parce que déjà quand t'as un mosasaure qui a détruit leur bateau, tout ça pour que les gosses y jouent sur l'île alors que le mosasaure avait largement l'occasion de tous les bouffer. Voilà, c'est à ce moment-là que je me demande pourquoi. Du coup, ce qui fait que nos héros favoris se retrouvent sur une île un peu bizarre et surnaturellement réaliste. Genre, vraiment, j'espère que The Lost, ce sera pas ça. Du coup, tu retrouves un gars qui contrôle une sorte de parc, machin, et qui enferme les gosses parce que, soi-disant, il travaille pour le père du personnage principal, qui est le plot twist final de cette saison, d'ailleurs. Ouais, dit comme ça a l'air intéressant, et ça fait d'ailleurs plaisir de revoir notre spinosaure favori. Mais il y a aussi une histoire de comme quoi ces gars peuvent contrer les dinosaures grâce au pouvoir du ta gueule, c'est magique, enfin... Non, là on part un petit peu en couille là, calme-toi série. Et la 5e saison ne fait que confirmer ce que je viens de vous dire. Du coup, ce qui fait qu'il y a des fois où les personnages ont tellement peu de développement qu'on est obligé de les foutre dans des relations amoureuses absolument inutiles ou préjugées, dont notamment... Netflix, faut vraiment qu'on parle de ta représentation des LGBT. Ça m'inquiète, vraiment ça m'inquiète. Et à la fin, à ce stade-là, plus personne n'y croit. C'est des dinosaures qui se font contrôler par des humains et du coup ils peuvent plus rien faire et tout ça parce que ta gueule c'est magique.
voilà, hein, la saison 5 se termine comme ça, et même moi qui avais espéré au moins un minimum une belle fin, après la déception du film dont on va parler, ouais, j'ai plutôt été déçu de cette 5e saison. Très déçu. Mais bon, au moins, il y a une fin positive où tout le monde rentre chez soi, et au moins on peut se dire qu'il n'y aura pas de 6e saison ou d'autres suites parallèles ou quoi que ce soit. Sauf s'ils font la même erreur, Netflix. Mais bon, ils sont pas assez cons pour ça, pas vrai? Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. Là, vraiment, on va parler d'une catastrophe. Mais alors, d'une catastrophe. Alors là, vraiment, si vous voulez vous abonner, là, vraiment, c'est maintenant. Je vous ai suggéré une série Netflix, les mecs. Donc vraiment, en gage de remerciement, faites-moi un plaisir de vous abonner, activez la petite cloche, moi, ça fera plaisir. Et aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ce sera toujours bien. Maintenant qu'on a vraiment commencé à établir les valeurs amicaux, on va pouvoir s'attaquer au calcul. Jurassic World Dominion est vraiment un film pas terrible, même pire que ça. C'est mauvais. Je regrette presque même de l'avoir mis si bas dans mon flop 5 de 2022. Ouais, qu'est-ce que je raconte? Bon, déjà, faut savoir que quand le film a été annoncé, surtout son tournage, bah, franchement, on était tous hypés. On avait tous envie de voir la suite. Sauf que le problème, bon, évidemment, le tournage a commencé en 2020 et je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé en 2020, les mecs. Du coup, on a tous été obligés de prendre son mal à patience et d'attendre que tout ça s'arrête. Mais bon, évidemment, ça va pas empêché le film de faire sa promo début 2022 et d'en faire sortir 2-3 bandes annonces, à commencer évidemment par le prologue qui avait l'air, et je dis bien avait l'air entre guillemets, de nous annoncer la couleur. Parce que oui, déjà, on a affaire à des dinosaures ultra réalistes présentés dans un style documentaire. Et ça, c'est génial. En plus, qui se passe 65 millions d'années avant. Donc ouais, ça fait vachement plaisir de voir ce genre de choses. Et si je finis en plus avec le T-Rex qui vient sur une projection ciné 65 millions d'années après, ouais, t'as vraiment affaire à un excellent prologue qui a l'air de te montrer la couleur de la série, du film. Surtout quand tu présentes le Giganotosaure qui a l'air vraiment puissant et qui se présente comme le nouvel antagoniste du film, là tu te dis, peut-être que le film sera génial. Ah là, ça promet beaucoup. Ensuite, les nouvelles annonces nous prouvent que Alan Grant, Ellie Sattler et notre Ian Malcolm sont tous les trois de retour pour signer dans ce film. Et on a aussi Dunson. Si, vous savez, Dunson, là, le fameux gars qui a fait un caméo dans le premier opus, là. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Par contre, juste j'aimerais revenir sur Dunson pour histoire de parler un petit peu plus sérieusement. Faut savoir que Dunson, c'était un petit peu le gars de société dans le livre, en tout cas juste dans le livre, qui était un petit peu l'associé de John Hammond, à savoir un petit peu son collègue John Hammond qui était considéré plus ou moins comme son bras droit dans le livre. John Hammond qui, je vous rappelle au début de vidéo, c'est un petit peu le bad guy méchant de l'histoire en fait. Et du coup, le revoir dans ce film, tu peux te dire que ça va être cool. On va avoir un excellent antagoniste qui va faire des trucs de méchants, certes, mais qui au moins pourra nous faire philosopher sur la fameuse âme de Jurassic Park qui est de parler du rapport entre l'humain et la nature. Et surtout, le sujet principal de ce film-là, ça va être la cohabitation des dinosaures avec les êtres humains sur leur planète. Juste aux États-Unis, parce que pour que ça transporte au reste du monde, faut attendre un petit peu. Voilà, avec tout ça, tu peux dire, mais putain, mais ce film va être lourd. Qu'est-ce qui peut se foirer? Je veux dire, t'as des dinosaures qui vont envahir la planète Terre tout entière et qui risquent littéralement de mettre en extinction toute l'humanité. Dunson qui est de retour pour faire son riche milliardaire et qui va sûrement jouer un rôle important et capital dans ce film-là. T'as le retour de ton casting principal préféré qui vont peut-être conclure cette saga comme il se doit. T'as une immense possibilité de façon de raconter ton nouveau film que tu peux raconter soit une histoire de gens qui veulent braconner des dinosaures uniquement pour leur service, t'as soit des gens qui sont dresseurs de T-Rex et qui gagnent leur vie grâce à ça, t'as soit les dinosaures qui peuvent gouverner le monde à la fin parce qu'ils sont soi-disant incontrôlables. Bref, tu peux imaginer plein de choses, mais alors plein de choses à propos d'une suite à Fallen Kingdom, tellement les portes elles ont été ouvertes. Limite à ça, c'est même plus une porte qui a été ouverte, quoi. C'est littéralement tout le grillage qui a été détruit pour laisser s'échapper plein de prisonniers. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais alors là, on s'est vraiment pris une sifflante à l'envers presque. Parce que tu sais, quand tu te prends une baffe par un film, tu te dis que ça a été tellement incroyable que tu t'es senti baffé. Mais là, c'est juste ton daron qui est venu te remettre à ta place en fait. Tellement c'était une baffe violente quoi. Jurassic World Dominion, c'est exactement comme Zinedine Zidane qui fait un match terrible. Le fameux oh non pas ça, pas aujourd'hui. Non parce que vous voulez que je vous raconte ce putain de synopsis? Eh bien en fait c'est très simple. C'est l'histoire de Owen et compagnie qui vivent au milieu des États-Unis, je pense qu'on aura tous compris. Aux côtés de visiblement de Blue qui vit de son côté à elle et qui a donné naissance à une Raptor.
Pourquoi pas un? Entre temps, t'as l'ancien casting qui se réunit de son côté à lui. Et devinez pourquoi est-ce qu'ils se réunissent. Devinez. Pour signaler que certaines régions des États-Unis sont victimes d'agriculture parce que des sauterelles dévorent des récoltes. Il y avait n'importe quel scénario d'imaginer. Et c'est des sauterelles qu'ils ont choisi. Une histoire de sauterelles qui bouffent de l'agriculture. Dans un film qui s'appelle Jurassic Park. C'est peut-être des sauterelles préhistoriques. Mais des sauterelles, putain, des sauterelles. Il y a 2-3 reprises où j'ai vu des gens imaginer d'autres scénarios possibles et qui se sont dit ah, ça peut être sympa, mais moi j'étais en train presque de me moquer gentiment tellement ça avait l'air farfelu. Mais maintenant, ouais non, son synopsis franchement il était bien, on aurait dû le prendre lui, ça aurait été mieux. Et aussi, vous vous souvenez dans Fallen Kingdom où on se débarrassait enfin du parc pour ouvrir tout nouveau champ de possibilités ou quoi. Bah là, devinez quoi, dans ce film on a remis un parc. Un parc naturel d'animal et tout le reste du film se passe là. On a quitté un parc pour revenir dans un parc. L'antagoniste là, vous savez, le Giganotosaure, c'est un dinosaure qui traîne et on le voit même pas bouffer une personne. On le voit rien bouffer, juste il bouffe un renne tranquille et il bat le T-Rex et on se rend compte en fait que le T-Rex, dans toute l'histoire, c'est une grosse victime. Victime quoi. Et vous vous souvenez de Blue dans Fallen Kingdom quand je vous disais qu'ils ont enfin fait un vrai personnage? Et bah dans ce film elle sert strictement à rien. Au point qu'elle a même pas 3, 4, 7 dans son film. Hein. C'est... Ouais c'est triste hein. Par contre pour Owen on lui fait une scène de sautage où son fils se fait kidnapper. Le fils à Blue je parle hein. Owen et Claire non ils ont pas encore de fils ou de fille hein. Oui on avait aussi l'histoire de cette petite fille comme quoi il y avait une histoire de ouais en fait soi-disant c'est une espèce de clou de sa femme, de la femme de l'autre là qui est morte tout ça enfin genre de conneries et bah en fait non dans ce film on tue tout juste pour dire qu'en fait c'est juste une mère qui s'est mise enceinte toute seule et qu'elle a réussi à en faire sa propre fille et du coup c'est pour ça qu'elle a les mêmes attraits physiques tout ça et... Va te faire enculer. Et aussi Dodson vous savez le fameux gars qui était censé être le nouvel antagoniste de toute cette histoire. On l'a dans le mille, il sert à rien. Il est juste là pour envoyer 2-3 petites anecdotes à deux spi, ou juste pour être une soi-disant révolution et créer un nouveau parc. Et voilà, c'est reparti. Encore un parc, toujours un parc. Faut qu'il y ait un parc partout avec Jurassic Park, alors que c'est devenu Jurassic World, les gars. Évoluez! Quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte en fait que Jurassic Park c'était des films qui arrivaient à nous émerveiller et à nous scotcher tellement t'avais l'air de vivre quelque chose, de vivre quelque chose en regardant ces films. Mais là tu regardes Jurassic World Dominion maintenant, tu te sens complètement différent. Et c'est ça le gros point noir de ce film de merde. Tout simplement parce qu'on est passé d'un film incroyable, émotionnel et captivant à un gros divertissement, un gros budget. Tout ce qui est plus basique. Par exemple, vous aimez Fast and Furious ou les courses poursuites au taquet dynamique? Et ben voilà, on va vous mettre ça au beau milieu d'une petite ville. Voilà, tout simplement parce qu'on n'avait pas à se mettre autre chose sur la dent. Et surtout, on rajoute des dinosaures qui bouffent d'autres gens, des histoires de faire plaisir à tout le monde. Et parce que c'est passionnant et sympathique. Voilà, parce que c'est dit que ça pourrait être sympa. Et aussi, on rajoute une flore, mais comme on est nul en scénario, on fait la même chose que dans la prélogie. À savoir, rajouter des scènes qui développent un petit peu le lore, mais qui servent à rien parce que, on savait pas quoi faire d'autre. Et aussi on ramène Dodson juste pour faire plaisir aux fans du livre et qui se plaignent que soi-disant c'est pas bien de modifier les œuvres ou quoi que ce soit. Du coup on a décidé de le mettre pour le fan service et ça fait du bien à tout le monde, voilà. Et aussi comme tout le monde aime les dinosaures, et on va rajouter plein. Des has-beens, des aveugles, même des gros, des moches, des charismatiques. Bref, on va même faire le logo du T-Rex sans le vouloir en fait. Ça va être bien, ça va être waouh, super. Alors que putain, c'est réalisé par Colin Trevorrow, le même gars qui s'occupait de Jurassic World, mais qui surtout avait un speech incroyable pour Star Wars 9, parce que oui, c'était lui à la base qui devait faire Star Wars 9 à la place de J.J. Abrams, et son speech il était génial. Mais comment est-ce que cela a-t-il pu arriver? Pourquoi toi? Pas toi quoi, pas ça, pas... Ah non, ouais, mais c'est vrai, j'ai fait tout. Et d'ailleurs, ça aussi c'est un gros défaut, la réalisation est absolument basique, y a rien qui m'a transcendé, si ce n'est le moment où le T-Rex fait le logo Jurassic Park, mais bon... Ça c'est juste parce que le T-Rex il fait le logo, voilà, c'est marrant 2 secondes, ça fait référence à la saga évidemment. Mais à part ça, ça raconte quoi? Exactement, ça raconte rien, rien du tout. Et le Giganoto Makui là aussi, là, qu'on nous a présenté comme nouvel antagoniste. Le gars on nous propose un combat final et le gars il crève comme une merde. Mais à un moment donné, mais va te faire foutre film de merde, tu veux que je te dise quoi? Par contre, il y a un truc important à souligner, c'est que
Alan Grant sort avec Lily Sattler une bonne fois pour toutes, ça y est, ils ont l'air d'avoir une relation et ça fait plaisir. Juste, il y a une question que je me pose, elle est passée où sa tranche de pancake là? Ça y est, c'est devenu son ex, ils ont divorcé et ils sont devenus quoi ces soi-disant enfants? Est-ce qu'ils étaient à Alan? Est-ce qu'ils étaient à Ellie? Est-ce qu'ils étaient à leur tranche de pancake là? Et puis surtout, Alan, je suis vraiment désolé pour toi mon pote. Que tu sois devenu si vieux mais qu'au final tu sors avec Ellie que maintenant. Au moins la persévérance ça paie, hein, tu vois. Bref, de toute façon, je pourrais passer des heures à vous énumérer chaque truc qui vont pas avec ce film, tellement c'est un naufrage catastrophique. Ah non, c'est rare de voir ça, il y a de quoi être vraiment dégoûté. C'est peut-être pas le pire film de l'année, et encore heureux, hein, bien évidemment, mais c'est pas pour autant que ça en fait un bon film, ni même un beau film, quoi. Ça en fait même pas un nanar, tellement il y a rien qui va dans ce film. C'est juste un gros film de merde qui a gâché une trilogie parfaite. Le film en France fera exactement les mêmes scores qu'il a fait pour Fallen Kingdom, à savoir 3 millions d'entrées, ce qui... Ouais, est pas mal, mais voilà, hein, 3 millions d'entrées, quoi. Par contre, aux États-Unis, il engendrera 300 millions de dollars au box-office, hein, ce qui le reste quand même au-dessus du Monde Perdu et de Jurassic Park 3, mais en dessous des autres opus précédents, comme je vous ai cité tout à l'heure. Hein. Par contre, là, il y a un petit débat, parce que le film a remporté 1 milliard de dollars au box-office mondial. Oh non. Alors on continue. Non. Trop c'est trop. Par contre les gars, là il y a débat pour se dire si Jurassic World Dominion a finalement pas fait un flop. Certes, le film a coûté, 165 millions de dollars au total. On remarque que ses scores sont juste un peu plus en dessous du reste de la trilogie. Est-ce que ça en fait pour autant un si gros succès que ça? Certes, il a largement dépassé son budget, c'est sûr, mais avec les scores qui sont présentés devant, on peut quand même se demander si, c'est pas un flop. Mais bon, de toute façon, quand on regarde ce qui est devenu Jurassic World, ça a littéralement, renfloué les caisses d'Universal. Du coup, ces derniers vont vouloir en profiter, juste pour encore plus exploiter cette saga qui, pour eux, est littéralement une poule aux œufs d'or. Ah, c'est marrant, parce qu'en fait, le T-Rex avant, la poule avant c'était le T-Rex, et comme il a évolué en poule et tout ça... Et voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, il se peut qu'on n'en ait pas fini avec Jurassic World. J'ai même vu certains articles parler d'un futur Jurassic Park 7. Les gars, je suis désolé, mais ça m'énerve. Je peux pas ne pas péter un câble. J'ai envie de poser mon écran. Ça me casse les... Et là, t'es en train de te dire, faut qu'ils arrêtent avec leur truc ou quoi. Et je pense qu'à ce stade, est-ce qu'on peut imaginer un futur pour Jurassic World? Moi, tant qu'on fait pas de saison 6 au colo du Crétacé, moi ça me va, hein. Après, je sais pas vous. Mais moi, je crois qu'à ce stade, non, Dominion, ça a été tellement mauvais que je crois que ça en a dégoûté la majorité d'entre nous, que ce soit les fans de Jurassic Park ou non. Du coup, là, la question est pas de savoir si la suite sera bonne ou pas. Parce que de toute façon, je pense que ça sera vite répandu. Mais du coup, ce sera, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer avec tout ça, malgré le fait que tout soit rentable en ce moment? Parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, et d'un certain point de vue, la saga a littéralement chuté. On est passé d'une saga qui nous avait émerveillé fut-il 20 ans à un gros burger bon que pour être servi dans un McDo. Encore une fois, la métaphore au fast-food se fait petit à petit au cinéma, alors que la cuisine c'est censé être quelque chose de plus gustatif. Et Jurassic World Dominion, c'est juste la preuve que le cinéma, c'est devenu une industrie qui s'est plus industrialisée qu'être devenu un art avant tout. Parce que maintenant, l'art, c'est littéralement devenu une industrie. Et Jurassic World Dominion en est exactement la preuve. Bon, moi, je pourrais quand même dire, joyeux anniversaire à Jurassic Park quand même. Hein, parce qu'au moins, toi, t'existes et tu seras pas capable de nous trahir. Même s'il y a eu Fallen Kingdom, j'avoue que celui-là, il était... Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir tenu jusqu'au bout. Ouais, je pense que là, mes heures de montage vont me prendre un coup phénoménal. Hein. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous, en attendant, est-ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo ou est-ce qu'on se retrouve pour une prochaine chute? C'est à vous de voir. En attendant, je vais vous laisser, les gars. Moi, c'était Ressatir. C'est trop sale, car fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le